Une petite fille chante pour $1 pour aider son papa. Une PDG l'entend et change tout. Avant de commencer ce voyage incroyable, clique sur « J'aime » si tu es prêt pour une histoire qui va te toucher. Et n'oublie pas de laisser un commentaire ci-dessous. J'adore avoir de tes nouvelles. Ton soutien est super important pour moi et m'aide à te raconter d'autres histoires vraies, incroyables, pleines d'espoir et de transformation. Les rues animées de Paris ne s'arrêtent jamais pour la douleur des gens. Mais en cet après-midi torride de juillet, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. La voix d'une petite fille allait percer le chaos des klaxons des taxis et des piétons pressés, portant une mélodie si pure qu'elle aurait pu arrêter le temps. Ce qui avait commencé comme un appel à l'aide désespéré allait bientôt devenir une collision entre trois âmes, chacune portant des blessures qui semblaient impossibles à guérir. Mais personne n'imaginait ce qui allait se passer ensuite. La chaleur estivale se dégageait du béton comme des vagues sortant d'un four. Mais Emma Moreau, 6 ans, ne remarqua pas la sueur qui coulait sur son front alors qu'elle ajustait le petit micro dans ses petites mains. Sa robe rose, soigneusement lavée à la main le matin même, reflétait la lumière de l'après-midi alors qu'elle prenait place sur le trottoir devant le Romano's Fine Dining, l'un des restaurants les plus chics de Paris. « T'es prête, ma chérie ?» demanda David Moreau depuis son fauteuil roulant, sa voix empreinte de cette gaieté forcée qu'il avait perfectionnée au cours des 2 dernières années. Ses mains burinées agrippaient les accoudoirs, les jointures blanchies par la tension qu'il essayait de cacher à sa fille. La casquette de baseball posée sur ses genoux contenait déjà 3 billets d'$1 froissés et quelques pièces de monnaie, le gain de la matinée dans le métro. Emma acquiesça solennellement, ses yeux bleus reflétant une maturité qu'une enfant de 6 ans ne devrait pas avoir. Elle faisait ça depuis 3 mois, depuis que l'avis d'expulsion était arrivé et que les factures médicales commençaient à s'empiler comme les feuilles d'automne. Sa voix était leur bouée de sauvetage, la seule chose qui les séparait de la misère totale. La foule du midi commençait à sortir du Romano's, des hommes d'affaires bien habillés et des mondains. Sortant dans la chaleur torride, Emma s'éclaircit la gorge et commença à chanter « Amazing Grace », sa voix traversant la rue animée avec une qualité éthérée qui semblait émaner d'un endroit plus profond que ses petits poumons. Les passants ralentissaient le pas, certains s'arrêtant même complètement, attirés par la beauté envoûtante de sa mélodie. Une femme en tailleur bleu marine a glissé un billet de $5 dans la casquette. Les larmes lui montaient aux yeux. Un ouvrier du bâtiment, encore couvert de poussière après sa journée de travail, a vidé ses poches de sa petite monnaie sans dire un mot. Emma continua de chanter, sa voix ne faiblissant pas, malgré la fatigue qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. David regardait sa fille avec un mélange de fierté et de désespoir qui menaçait de le submerger. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Il y a 2 ans, il dirigeait une équipe de construction sur des immeubles de grande hauteur, subvenait aux besoins de sa famille et planifiait l'avenir d'Emma. Maintenant, il était assis, impuissant, sur une chaise, regardant sa petite fille porter le poids de leur survie sur ses épaules incroyablement petites. L'accident se rejouait dans son esprit comme un film cruel qu'il ne pouvait pas arrêter. Un instant, il était en train de fixer des poutres d'acier à 40 étages au-dessus de la ville. L'instant d'après, il se réveillait dans un lit d'hôpital. Sa colonne vertébrale était brisée, ses jambes inutilisables, sa vie telle qu'il la connaissait était finie. L'indemnisation des accidents du travail couvrait à peine les frais médicaux. Et Sarah, sa femme, avait essayé de maintenir le cap. Mais le stress, la pression financière, les visites constantes à l'hôpital, c'était trop. « Je n'en peux plus, David », lui avait-elle dit en larmes il y a un peu plus d'1 an. « Je t'aime, mais je ne peux pas voir Emma grandir dans la pauvreté à cause de ton entêtement. Ma sœur, qui vit dans l'Oregon, nous a proposé de nous héberger pour prendre un nouveau départ. Viens avec nous. » Mais David ne pouvait pas supporter l'idée d'être un fardeau pour la famille de Sarah, ni celle d'Emma, grandissant, en voyant son père dépérir dans la chambre d'amis de quelqu'un d'autre. Alors, il les avait laissés partir, convaincu que c'était la bonne chose à faire, la chose noble à faire. Maintenant, en regardant la petite silhouette d'Emma se balancer légèrement tandis qu'elle chantait, il se demandait s'il n'avait pas commis la plus grande erreur de sa vie. Le service de réexpédition du courrier avait livré une lettre de Sarah la semaine dernière. Elle s'était remariée avec un homme bien, Tom, qui tenait une quincaillerie à Portland. Emma aurait pu avoir une vie stable, de bonnes écoles, un avenir. Mais Emma avait refusé de partir, s'accrochant à son père avec une loyauté farouche qui à la fois l'étonnait et le bouleversait. « Papa a besoin de moi », avait-elle dit à Sarah au téléphone. Sa voix de 6 ans était ferme, déterminée, et avait brisé le cœur de David en 1000 morceaux. « Je peux l'aider à aller mieux avec mon chant. » Les dernières notes d'Amazing Grace flottèrent sur le trottoir, et une petite foule qui s'était rassemblée commença à applaudir. Emma fit une révérence gracieuse, un geste qu'elle avait appris en regardant de vieux films sur leur petite télé d'occasion.
La casquette contenait maintenant près de 30 $, assez pour le dîner et peut-être une partie des médicaments de David. Alors que la foule se dispersait, Emma rejoignit son père, le visage rayonnant de la satisfaction du travail bien fait. « Comment j'ai chanté, papa? Tu étais parfaite, mon ange, » murmura David, la voix émue. « Tu es toujours parfaite. » Mais alors qu'Emma se préparait pour sa prochaine chanson, aucun d'eux ne remarqua l'élégante femme assise à la table près de la fenêtre à l'intérieur Romanos, qui les observait, les larmes coulant sur son visage, son repas intact, refroidissante, alors que tout son monde s'écroulait. À l'intérieur du sanctuaire climatisé de Romanos, Victoria Delacroix était assise, figée à sa table habituelle près de la fenêtre, son sac à main, Hermès de créateur serré dans ses mains manucurées, alors qu'elle regardait la petite fille se préparer pour une autre chanson. La moitié de l'âme dans son assiette était froide depuis longtemps, mais Victoria n'aurait pas pu avaler une autre bouchée, même si sa vie en dépendait. La voix de l'enfant l'avait ramenée 23 ans en arrière, dans une chambre d'hôpital où elle tenait la main de sa propre fille, Sophia, alors que le cancer l'emportait finalement. Sophia avait 7 ans quand elle est morte, juste un an de plus que la petite fille à l'extérieur. Dans ses derniers instants, Sophia avait fredonné Amazing Grace avec la même qualité éthérée, la même innocence pure qui touchait directement l'âme. Sophia avait 7 ans quand elle est morte, juste un an de plus que la petite fille à l'extérieur. Dans ses derniers instants, Sophia avait fredonné Amazing Grace avec la même voix éthérée, la même pureté innocente qui touchait droit au cœur. « Madame Delacroix, tout va bien ?» Marco, le maître d'hôtel, s'approcha de sa table, inquiet. Victoria venait chez Romanos tous les mardis depuis 15 ans, commandant toujours le même plat, s'asseyant toujours à la même table. Pendant tout ce temps, il ne l'avait jamais vue pleurer. « Cette petite fille », murmura Victoria, incapable de détacher son regard de la fenêtre. « Depuis combien de temps chante-t-elle là-bas » Marco suivit son regard et soupira tristement. « Environ 3 mois maintenant. Le père a été blessé dans un accident. D'après ce qui se dit dans le quartier, ils ont perdu leur appartement et vivent dans des refuges. La petite chante pour aider à payer ses soins médicaux. Ça brise le cœur, n'est-ce pas ?» Victoria eut le souffle coupé. Elle fouilla dans son sac à main avec des doigts tremblants et sortit son téléphone pour annuler sa réunion du conseil d'administration prévue à 14 h. En tant que fondatrice et PDG de Delacroix Enterprises, un empire immobilier valant plus de 2 milliards de $, Victoria avait construit sa vie sur des décisions calculées et une distance émotionnelle. Mais voir cet enfant sacrifier son enfance pour la survie de son père a brisé tous les murs qu'elle avait soigneusement construits. À travers la fenêtre, elle pouvait voir l'homme dans le fauteuil roulant. « David !» avait-elle entendu la petite fille l'appeler. Son visage avait l'air hanté de quelqu'un qui avait tout perdu. Pourtant, il regardait sa fille avec un amour si intense qu'il en était presque visible. Cela rappela à Victoria comment elle regardait Sophia pendant ces derniers mois, mémorisant chaque instant, sachant que chaque jour pouvait être le dernier. La petite fille entonna une autre chanson, cette fois-ci « Somewhere Over the Rainbow ». Et Victoria sentit son monde soigneusement contrôlé s'écrouler. Sophia adorait cette chanson. Elle obligeait Victoria à la chanter tous les soirs pendant ses traitements. Victoria n'avait pas été capable de l'écouter depuis les funérailles. Mais la version de cet enfant était différente, d'une certaine manière. Ce n'était pas le désir désespéré de s'échapper que Judy Garland avait transmis, mais plutôt une promesse d'espoir. Une déclaration que des jours meilleurs étaient possibles malgré l'obscurité. C'était exactement ce que Sophia aurait dit si elle avait eu la chance de grandir. Le chauffeur et garde du corps de Victoria, Marc, apparut à ses côtés. « Madame, votre voiture est là pour la réunion de la Fondation Delacroix. Annulée, dit Victoria doucement, toujours en regardant la petite fille à travers la vitre. Annulez tout pour le reste de la journée. » Marc travaillait pour Victoria depuis 8 ans et avait appris à ne pas remettre en question ses décisions soudaines, mais celle-ci était inhabituelle, même pour elle. « Oui, madame. Dois-je reprogrammer pour demain ?»« Non. » Victoria se leva brusquement, sa chaise raclant le sol en marbre. « Anne-Marc, appelez le Dr Rix au Mansi. Dis-lui que j'ai besoin qu'il libère son agenda pour une consultation ce soir si possible. » Le Dr Rix était le meilleur spécialiste de la colonne vertébrale du pays. C'était le même médecin qui avait tout essayé pour sauver Sophia. Si quelqu'un pouvait aider l'homme qui se trouvait dehors, c'était bien lui. Victoria avait compris depuis longtemps que l'argent pouvait acheter les meilleurs soins médicaux au monde. Elle n'avait simplement pas pu les obtenir à temps pour sa propre fille. Elle se dirigea vers la sortie du restaurant, le cœur battant à tout rompre comme elle ne l'avait pas ressenti depuis des décennies. 23 ans plus tôt, elle se tenait, impuissante, à côté d'un lit d'hôpital, regardant son enfant s'éteindre tandis que les meilleurs médecins du monde secouaient la tête en signe de défaite. Elle avait bâti sa fortune sur la promesse qu'elle ne se sentirait plus jamais aussi impuissante. Elle ne voulait plus jamais voir une souffrance qu'elle ne pouvait pas soulager.
mais elle ne s'était jamais attendue à ce qu'on lui donne une seconde chance de se racheter sous la forme d'une petite fille de 6 ans, vêtue d'une robe rose. Alors que Victoria sortit dans la chaleur étouffante, Emma finit sa chanson et remarqua la femme élégante qui s'approchait. Elle avait appris à cerner les gens rapidement pendant son court séjour dans la rue. Cette femme était différente des passants habituels. Ses vêtements témoignaient de sa richesse, mais ses yeux reflétaient une douleur que l'argent ne pouvait guérir. « Bonjour ma chérie », dit Victoria en s'agenouillant à la hauteur d'Emma malgré sa jupe coûteuse. « C'est la plus belle chanson que j'ai jamais entendue. » Le visage d'Emma s'illumina d'une joie sincère. « Merci, je m'appelle Emma, et voici mon papa, David. » Elle fit fièrement signe à son père, qui observait la scène avec un espoir prudent. Victoria leva les yeux vers David et vit la fatigue dans son regard. Elle le comprenait parfaitement. Il protégeait sa fille de la seule manière qu'il connaissait. « Je m'appelle Victoria, » dit-elle doucement. « Et j'aimerais beaucoup vous aider tous les deux si vous me le permettez. » David serra les mâchoires. « On ne veut pas de charité. »« Ma chérie, » dit Victoria en prenant Emma dans ses bras et en la plaçant devant elle. « Madame, Emma gagne chaque dollar grâce à son talent. Je le vois bien, » répondit Victoria avec un ton respectueux. « Je ne vous offre pas de charité. Je vous offre une opportunité. » Les ombres de l'après-midi s'allongeaient, alors que Victoria se retrouvait assise sur les marches en marbre de Romanos. Sa jupe millefeuille s'étalait autour d'elle comme si elle était chez elle. Emma s'était affalée à côté d'elle avec la familiarité désinvolte de l'enfance, tandis que David gardait ses distances, bien que son fauteuil roulant soit placé proche de sa fille pour la protéger. « Ma fille aurait eu à peu près ton âge maintenant, » dit Victoria doucement, en regardant les petits doigts d'Emma tracer des motifs sur la marche. Elle aussi adorait chanter. Emma pencha la tête avec cette curiosité innocente qui n'appartient qu'aux enfants. Où est-elle? Pourquoi elle chante plus avec toi? Cette question toute simple a frappé Victoria comme un coup de poing, mais elle s'est surprise à répondre avec une honnêteté qu'elle montrait rarement. Elle est tombée très malade quand elle avait 7 ans. Mon cœur, les docteurs n'ont pas pu la guérir, alors elle est partie au paradis pour chanter avec les anges. Emma a écarquillé les yeux, comprenant tout. C'est pour ça que tu as l'air triste quand je chante. Ça te fait penser à elle. Oui, a murmuré Victoria, émerveillée par l'intuition de l'enfant. Mais ça me rend aussi heureuse. Emma écarquilla les yeux, comprenant au-delà de ses oreilles. C'est pour ça que tu as l'air triste quand je chante. Ça te fait penser à elle. Oui, murmura Victoria, étonnée par l'intuition de l'enfant. Mais ça me rend aussi heureuse, parce qu'elle aurait voulu que je t'aide, toi et ton papa. David avait écouté cet échange avec un malaise grandissant. Il avait entendu suffisamment de gens riches parler de charité pour savoir que cela s'accompagnait généralement de conditions. « Écoutez, Madame Delacroix, Victoria Delacroix. » L'expression de David changea légèrement. Il avait déjà entendu ce nom, probablement en rapport avec les immenses projets immobiliers qui transformaient le skyline de la ville. « Madame Delacroix, j'apprécie votre gentillesse. Mais Emma et moi, on se débrouille tout seul. On n'a besoin de la pitié de personne. » Victoria se tourna vers lui et David fut frappé par l'intensité de son regard. « Monsieur Moreau, David Moreau, Monsieur Moreau, je ne vous offre pas ma pitié. Je vous offre de l'espoir. » Elle marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai déjà appelé le docteur Richard Hendricks au Mount Sinai. C'est le meilleur spécialiste de la colonne vertébrale du pays. Il a accepté de vous recevoir ce soir pour un examen complet. » Le visage de David pâlit. Il avait entendu parler du docteur Rix. Cet homme était une légende dans le domaine de la médecine de la colonne vertébrale, et ses consultations coûtaient à elles seules plus que ce que David gagnait en un mois avant son accident. « Je ne peux pas me permettre que vous ne soyez pas payé, » l'interrompit Victoria d'un ton ferme. « Je le serai. Et avant que vous ne refusiez, laissez-moi vous poser une question. S'il y avait ne serait-ce qu'une chance que vous puissiez remarcher, Emma ne voudrait-elle pas que vous la saisissiez ?» Emma avait suivi la conversation avec l'intensité d'une enfant qui avait appris que les conversations entre adultes déterminaient souvent son destin. Elle saisit alors la main de son père des 2 mains. « Papa, et si la docteure pouvait guérir tes jambes? Et si tu pouvais à nouveau me porter à l'école ?» L'espoir dans la voix de sa fille faillit faire fléchir David. Il se souvenait avoir porté Emma sur ses épaules jusqu'au parc, lui avoir appris à faire du vélo, avoir dansé avec elle dans la cuisine pendant que Sarah préparait le dîner. Ces souvenirs lui semblaient désormais appartenir à quelqu'un d'autre. « Même si c'était possible, » dit David avec prudence. « Une opération comme celle-là coûte des centaines de milliers de dollars. Je ne peux pas m'endetter à ce point. » Victoria scruta son visage, voyant la fierté se mêler à un espoir désespéré. Elle comprenait cette fierté. Elle l'avait portée comme une armure après la mort de Sophia, refusant toute aide, refusant tout réconfort, érigeant des murs qui avaient pris des décennies à construire. Mais parfois les murs doivent tomber. « Laissez-moi vous dire quelque chose au sujet des dettes, Monsieur Moreau, » dit Victoria,
sa voix prenant l'autorité de quelqu'un habitué aux salles de réunion et aux négociations portant sur des milliards de dollars. Je vaux environ 2,3 milliards de dollars. Le mois dernier, j'ai dépensé plus pour une robe de gala de charité que la plupart des gens ne gagnent en un an, et je ne l'ai portée qu'une seule fois. Le coût de votre opération serait inférieur à ce que je dépense pour mon assurance automobile. Elle se pencha légèrement en avant. Mais il ne s'agit pas de mon argent. Il s'agit de la voix de votre fille qui fait appel à quelque chose que je croyais mort en moi. Il s'agit du fait que j'ai le pouvoir de changer vos vies. Et pour la première fois en 23 ans, je veux vraiment utiliser ce pouvoir pour quelque chose qui compte. Emma avait écouté avec l'attention concentrée d'un enfant qui essaie de comprendre le monde des adultes. Elle tira sur la manche de Victoria. « Mademoiselle Victoria, tu crois que ta petite fille au paradis voudrait que tu nous aides ?» La question était si innocente que Victoria en eut le souffle coupé. Elle regarda le visage sincère d'Emma, si semblable à celui de Sophia dans son ouverture et sa confiance. « Oui, ma chérie, je pense qu'elle le voudrait. » Marc apparut à côté de Victoria après avoir observé la situation à distance. « Madame, le docteur Dupont t'attend à l'hôpital. Il a libéré son agenda pour la consultation. » Victoria se leva en lissant sa jupe. « C'est à vous de décider, monsieur Moreau. Mais Emma porte ce fardeau depuis 3 mois. Il est peut-être temps de laisser quelqu'un d'autre l'aider à le porter. » David regarda sa fille et vit l'espoir briller dans ses yeux comme des étoiles. Il repensa au refuge exigu où ils avaient vécu, au petit corps d'Emma recroquevillé sur le lit étroit à côté de lui, au fait qu'elle ne se plaignait jamais même quand ses pieds lui faisaient mal après être restée debout toute la journée sur le béton. « Si on fait ça, dit-il lentement, c'est un prêt. Je rembourserai chaque centime, même si ça doit me prendre le reste de ma vie. » Victoria sourit, et pour la première fois depuis des décennies, ce sourire était sincère. « Monsieur Moreau, si le docteur Chris peut vous rendre l'usage de vos jambes, voir Emma grandir en bonne santé et heureuse sera une récompense suffisante. » Alors que Marc amenait la voiture, une Mercedes noire élégante, Mercedes élégante qui coûtait plus cher que la maison d'enfance de David, Emma glissa sa petite main dans celle de Victoria. « Mademoiselle Victoria, vous viendrez chanter avec moi un de ces jours? Je pense que votre petite fille aimerait beaucoup. » Victoria sentit les larmes lui monter à nouveau aux yeux, mais cette fois, elles étaient remplies d'espoir plutôt que de chagrin. « J'adorerais ça, Emma. J'adorerais vraiment beaucoup. » Les couloirs du Moundsea Medical Center brillaient sous les lumières fluorescentes, tandis que Victoria, David et Emma se dirigeaient vers le bureau du Dr Hendricks. Emma tenait fermement la main de Victoria, tandis que David avançait dans son fauteuil roulant, la mâchoire serrée, avec la détermination d'un homme qui essaie de ne pas trop espérer. Le docteur Richard Dupont était exactement comme David l'avait imaginé. Les cheveux argentés, distingués, avec cette assurance qui vient de 3 décennies passées à accomplir des miracles médicaux. Les murs de son bureau étaient couverts de récompenses, de diplômes de prestigieuses universités et de photos de lui avec diverses célébrités et personnalités politiques dont il avait changé la vie. « Madame Delacroix, docteur », dit Hendrik chaleureusement en embrassant Victoria comme une vieille amie. « Ça fait trop longtemps. J'ai été désolé d'apprendre le décès de ta mère l'année dernière. Merci Richard, elle parlait souvent de toi. » Victoria se tourna pour présenter David et Emma. « Voici David Moreau et sa fille Emma. David a eu une lésion médulaire il y a 2 ans, et j'espère que tu pourras peut-être m'aider. » Le docteur Chris est tout de suite passé en mode pro, concentré à fond sur David. « Raconte-moi l'accident, monsieur Moreau. » David a raconté en détail ce qu'il avait déjà dit à une douzaine d'autres médecins. La chute du chantier, les fractures compressives aux vertèbres L1 et L2, les fragments qui avaient endommagé sa moelle épinière. Il a sorti un dossier usé contenant son dossier médical, ses radiographies et ses IRM. La chute du chantier, les fractures compressives, la chute depuis l'échafaudage, les fractures comprimées des vertèbres L1 et L2, les fragments qui avaient endommagé sa moelle épinière. Il sortit un dossier usé contenant son dossier médical, ses radiographies et ses IRM de l'hôpital de la ville où il avait été soigné. Pendant que le docteur Dupont examinait les dossiers, Emma explorait le bureau avec une curiosité qui lui faisait écarquiller les yeux. Elle s'arrêta devant un mur couvert de photos montrant des patients avant et après leur accident. Des personnes en fauteuil roulant étaient devenues capables de marcher, courir, danser. « Mademoiselle Victoria », murmura Emma en tirant sur la manche de Victoria. « Regarde toutes ces personnes qui vont mieux. » Victoria suivit le regard d'Emma et sentit son cœur se serrer. Certains des patients sur les photos ressemblaient étonnamment à David. Des ouvriers du bâtiment, des pompiers, des gens ordinaires dont la vie avait été brisée par des accidents, puis reconstruite grâce au talent du docteur Rix. « Monsieur Moreau », dit enfin le docteur Dupont en levant les yeux des dossiers médicaux. « Je dois être tout à fait honnête avec vous. Votre cas est complexe. La première opération a été réalisée avec compétence, mais elle n'était pas optimale.
Il y a des fragments qui pourraient potentiellement être retirés, et il y a des signes de tissu cicatriciel qui pourraient entraver la fonction nerveuse. David se pencha en avant dans son fauteuil roulant. « Qu'est-ce que vous dites, docteur ? Je dis qu'il y a une possibilité, pas une garantie, mais une réelle possibilité, qu'une intervention chirurgicale puisse restaurer dans une certaine mesure la fonction de vos jambes. Tu ne pourras peut-être pas courir de nouveau, mais tu pourrais potentiellement marcher avec de l'aide, voire même sans aide à terme. » Le silence qui suivit fut assourdissant. David fixait le médecin comme s'il avait parlé dans une langue étrangère. 2 ans à se faire dire que son état était permanent. 2 ans à s'adapter à une vie en fauteuil roulant. Et maintenant, cet homme suggérait que l'espoir n'était peut-être pas complètement perdu. « En quoi consisterait l'opération ?» demanda Victoria lorsque David sembla incapable de parler. « Une opération complexe de fusion vertébrale suivie d'une microchirurgie pour retirer les fragments et les tissus cicatriciels. C'est un travail délicat. Je time environ 8 heures en salle d'opération suivie d'une longue rééducation. La période de convalescence serait d'environ 6 mois à 1 an. » Emma écoutait attentivement, son esprit de 6 ans s'efforçant de comprendre le jargon médical. « Docteur, ça veut dire que mon papa pourra à nouveau me porter ?» Le docteur Dupont s'agenouilla à la hauteur d'Emma, son air professionnel s'adoucissant. « Je ne peux pas te le promettre, ma chérie, mais il y a une chance, une bonne chance. » David retrouva enfin sa voix. « Quels sont les risques ? Une paralysie sous le niveau de l'opération, une infection, des caillots sanguins, une réaction à l'anesthésie, énuméra le docteur Hendris de manière clinique. Mais franchement, monsieur Moreau, compte tenu de votre âge et de votre état de santé général, j'estime vos chances d'amélioration significative à environ 70%. Victoria observa le visage de David tandis qu'il assimilait cette information. Elle pouvait voir la guerre qui se livrait derrière ses yeux, le désir désespéré d'espérer, luttant contre 2 années de déception et d'adaptation. « Le coût ?» demanda David doucement. « Pour ce type d'intervention avec la rééducation nécessaire, il faut compter environ 400 000 $, docteur, dit Hendrik d'un ton neutre. Cependant, Madame Delacroix a déjà indiqué que le coût n'était pas un problème. » David se tourna vers Victoria et elle vit dans son regard quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Pas seulement de la gratitude, mais une farouche volonté de protéger. « Emma et moi devons y réfléchir. On doit discuter. »« Bien sûr, Dr Hendrik, dit-il en se levant. Mais monsieur Moreau, si vous décidez de continuer, je vous recommande de programmer l'opération dans le mois qui vient. Plus on attend, plus il sera difficile de réparer les dégâts. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Emma tira sur la blouse blanche du Dr Hendrik. « Docteur, si vous guérissez les jambes de mon papa, il pourra danser avec moi à mon mariage un jour. » La question venait d'un espoir si innocent que même le médecin expérimenté sentit sa gorge se serrer. « Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela soit possible. » Emma dehors dans le couloir de l'hôpital, David était assis dans son fauteuil roulant, fixant le sol tandis qu'Emma et Victoria attendaient patiemment. Finalement, il leva les yeux vers Victoria, les larmes aux yeux. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. « Pourquoi feriez-vous ça pour des inconnus ?» Victoria s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant et le regarda droit dans les yeux. « Parce qu'il y a 23 ans, j'aurais donné tout ce que j'avais pour que quelqu'un offre à ma fille ce genre d'espoir. Parce que la voix d'Emma m'a rappelé que certaines choses sont plus importantes que de se protéger pour ne pas souffrir. Et parce que parfois, monsieur Moreau, on se croise pour des raisons qu'on ne comprend que bien plus tard. » David acquiesça lentement, puis regarda sa fille. « Emma, ma chérie, qu'en penses-tu ? Papa devrait laisser le docteur essayer de soigner ses jambes. » Emma se concentra, le poids de la décision clairement visible sur son jeune visage. Finalement, elle parla avec une sagesse bien supérieure à ses 6 ans. « Papa, je pense qu'on devrait être courageux, et je pense que la petite fille de Mademoiselle Victoria au paradis veut qu'on essaie. » 3 semaines plus tard, Victoria s'est retrouvée dans une situation inhabituelle, assise par terre dans un studio exigu du Queens. Elle aidait Emma à mettre ses quelques affaires dans une petite valise rose. L'appartement était spartiate, mais d'une propreté impeccable, contenant à peine plus qu'un futon, une minuscule kitchenette et un coin où les livres de coloriage et les peluches d'Emma étaient soigneusement rangés. « Mademoiselle Victoria, vous resterez avec moi quand papa sera opéré ?» demanda Emma en pliant soigneusement un t-shirt usé qui avait manifestement été donné. Victoria sentit son cœur se serrer. Au cours des 3 semaines qui avaient suivi leur première rencontre devant Romanos, elle avait passé de plus en plus de temps avec David et Emma. Ce qui avait commencé comme un simple geste de charité s'était transformé en quelque chose de bien plus complexe, quelque chose qui ressemblait dangereusement à une famille. « Je serai dans la salle d'attente », promit Victoria. « Et Marc sera là aussi. Tu te souviens de Marc, n'est-ce pas ?» Emma gloussa, sa voix égayant la petite pièce. Au début, Marc l'avait intimidée par sa taille imposante et son air sérieux.
mais il l'avait complètement conquise lorsqu'il lui avait appris à jouer aux échecs dans la salle d'attente de l'hôpital pendant l'un des rendez-vous préopératoires de David. David sortit de la salle de bain, déplaçant son fauteuil roulant avec l'aisance qu'il avait acquise au cours de ses 2 années de pratique. Les 3 dernières semaines avaient été un tourbillon de rendez-vous médicaux, de paperasse et de préparatifs. Le docteur Dupont avait réuni une équipe de spécialistes. L'opération était prévue pour le lendemain matin, et David faisait de son mieux pour cacher sa terreur à sa fille. « Tout est prêt ?» demanda-t-il, même s'il pouvait voir la réponse dans l'appartement presque vide. Victoria avait pris des dispositions pour qu'il séjourne dans un appartement meublé près de l'hôpital pendant la convalescence de David. Elle avait voulu les loger dans un hôtel de luxe, mais David avait fermement refusé. Le compromis était un endroit modeste mais confortable qui offrirait une certaine stabilité à Emma pendant que son père suivrait un long processus de rééducation. « Papa, tu as peur ?» demanda Emma avec la franchise propre aux enfants. David envisagea de mentir, de la rassurer avec le sourire que les adultes offrent généralement aux enfants. Mais il décida finalement d'être honnête. « Oui, ma chérie, j'ai peur, mais parfois, il faut faire des choses qui font peur si elles peuvent améliorer notre vie. » Emma grippa ses genoux, ce qui était devenu leur rituel du soir. « Tu m'aimeras toujours si l'opération ne marche pas ?» La question prit David au dépourvu. « Emma, ma chérie, je t'aimerai quoi qu'il arrive. Rien ne pourra jamais changer ça. Même si tu dois rester en fauteuil roulant pour toujours, même alors, » dit David avec fermeté. « Emma, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Que je marche ou que je sois assis, tu restes ma petite fille parfaite. » Victoria regarda cet échange avec un mélange d'admiration et de chagrin. Elle repensa à sa propre relation avec Sophia, se souvenant des conversations honnêtes qu'elles avaient eues pendant ces derniers mois. Elle avait appris que les enfants pouvaient supporter beaucoup plus de vérité que les adultes ne leur accordaient. « Mademoiselle Victoria », dit Emma, en tournant son attention vers l'élégante femme qui était devenue si importante dans leur vie. « Que se passera-t-il si quelque chose ne va pas demain ?» C'était au tour de Victoria de choisir entre des mensonges réconfortants et une vérité difficile. « Si quelque chose ne va pas, Emma, Marc et moi veillerons à ce que l'on s'occupe de toi. Ton papa m'a fait promettre cela. » C'était vrai. David avait insisté pour que des documents légaux garantissent que la tutelle d'Emma serait transférée à Victoria s'il lui arrivait quelque chose pendant l'opération. Cette conversation avait bouleversé les 2 adultes, mais David refusait de prendre le moindre risque pour l'avenir de sa fille. « Mais rien ne va se passer, » dit rapidement David. « Le docteur Chris est le meilleur médecin du pays. On va penser positif. » Emma hocha la tête sérieusement, puis surprit les 2 adultes en prenant une main de Victoria et une main de David dans ses petites mains. « Prions, » dit-elle simplement. Victoria sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle n'avait pas prié depuis les funérailles de Sophia. Elle ne croyait pas qu'il y ait quelqu'un qui écoute. Mais lorsque la voix claire d'Emma demanda la protection de Dieu pour son père pendant l'opération, Victoria se surprit à espérer que peut-être, juste peut-être, il y avait encore de la place pour des miracles dans le monde. La soirée se passa tranquillement, avec un repas chinois à emporter que Victoria avait apporté et un film Disney diffusé sur la petite télévision. Emma s'endormit blottie entre son père et Victoria sur le futon étroit. Sa respiration était douce et régulière. « Elle s'est attachée à toi », remarqua David à voix basse. « Fais attention de ne pas réveiller sa fille. »« Je me suis attaché à elle aussi », admit Victoria. « À vous deux. » David étudia son visage à la lumière vacillante de la télévision. « Je peux te poser une question sur ta fille ?» Victoria se crispa légèrement, mais acquiesça. « Tu penses que tu essaies de nous sauver parce que tu n'as pas pu la sauver ?» La question était posée sans jugement, mais elle frappa Victoria comme un coup physique. Elle se posait la même question depuis des semaines, se demandant si ses sentiments pour Emma et David étaient sincères ou juste une tentative désespérée de guérir ses propres blessures. « Peut-être », répondit-elle honnêtement dans un premier temps. « Mais c'est plus que ça maintenant. Emma me rappelle qu'il y a encore de la beauté dans le monde, encore des raisons de se battre. Et tu me rappelles qu'il existe des gens bien, des gens qui sacrifient tout pour ceux qu'ils aiment. » David acquiesça lentement. « Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que tu nous as déjà sauvés, juste en te souciant de nous, juste en nous redonnant espoir. » Victoria baissa les yeux vers le visage paisible d'Emma. Il ressemblait tellement à celui de Sophia quand elle dormait. Demain serait synonyme d'opération, d'incertitude et de la possibilité d'un miracle ou d'un déchirement. Mais ce soir, dans ce petit appartement avec ces 2 personnes qui étaient en quelque sorte devenues sa famille, Victoria ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 23 ans. Elle se sentait complète. L'obscurité qui précédait l'aube à l'extérieur du Mansi Medical Center n'était rompue que par le bruit occasionnel des sirènes d'ambulance et la douce lueur des réverbères. Victoria était assise dans la salle d'attente du bloc opératoire. Emma était recroquevillée sur 3 chaises, recouverte de la veste en cachemire de Victoria. Marc montait la garde près de la fenêtre, sa silhouette imposante apaisante dans cette atmosphère stérile et angoissante.
Cela faisait 4 heures que David avait été emmené en salle d'opération. 4 heures à regarder l'horloge, à boire un café horrible et à essayer de divertir Emma tout en cachant sa propre anxiété écrasante. Victoria avait déjà vécu son lot d'interventions médicales, avec Sophia, avec ses parents vieillissants. Mais cette fois-ci, c'était différent. C'était comme si son propre avenir était en jeu. « Mademoiselle Victoria ?» Emma remua, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. « Papa est déjà sorti ?»« Pas encore, ma chérie », répondit Victoria doucement, en lissant les cheveux d'Emma. « Le docteur Hendrik a dit que cela prendrait beaucoup de temps. Pourquoi tu n'essaies pas de dormir encore un peu ?» Emma s'assit, complètement réveillée. « J'ai rêvé de papa. Il marchait et nous dansions dans notre ancienne cuisine. Tu crois que les rêves deviennent parfois réalité ?» Avant que Victoria puisse répondre, le docteur Hendrik apparut dans l'embrasure de la porte, toujours vêtu de sa blouse chirurgicale. Le cœur de Victoria s'arrêta tandis qu'elle essayait de déchiffrer son expression. Épuisée, mais pas vaincue. Professionnelle, mais avec quelque chose d'autre en dessous. « Comment ça s'est passé ?» demanda Victoria en se levant rapidement. Emma se précipita pour se lever, soudainement réveillée. « Est-ce que mon papa va bien ?» Le docteur Dupont s'agenouilla d'abord à la hauteur d'Emma, son visage fatigué s'adoucissant. « Ton papa a très bien supporté l'opération, Emma. Il dort maintenant, mais il va s'en sortir. »« Est-ce qu'il peut marcher ?» demanda Emma, la question qui lui brûlait le cœur depuis des heures. Le docteur Hendrik se leva et s'adressa à Victoria et Emma. « L'opération s'est mieux passée que je ne l'espérais. Nous avons pu retirer tous les fragments d'os et la plupart des tissus cicatriciels. La moelle épinière s'est révélée plus résistante que ne le laissaient entrevoir les premiers examens. » Victoria sentit ses genoux fléchir sous le poids du soulagement. Qu'est-ce que ça veut dire pour son rétablissement? Cela signifie, docteur Dupont avec le premier sourire que Victoria lui avait vu de toute la journée. Cela signifie que si David est prêt à travailler plus dur qu'il n'a jamais travaillé de sa vie, il a de bonnes chances de remarcher. Pas tout de suite. La rééducation sera longue, mais les voies nerveuses sont intactes. Emma poussa un cri de joie qui résonna dans la salle d'attente, jetant ses bras autour du docteur Rix avec la joie débridée de l'enfance. Victoria sentit des larmes couler sur son visage, des larmes qu'elle ne prit pas la peine de cacher. « Quand pourrons-nous le voir ?» demanda Victoria. « Il restera en salle de réveil pendant encore 1 heure ou 2. Pourquoi tu ne prendrais pas un petit déjeuner avec Emma? Il sera groggy quand il se réveillera, mais il voudra voir sa petite fille. » Alors que le docteur Rix partait voir d'autres patients, Victoria se retrouva seule avec Emma et Marc dans la salle d'attente soudainement lumineuse. Emma était pratiquement en train de vibrer d'excitation, parlant de toutes les choses qu'elle et son papa feraient quand ils pourraient remarcher. Mais Victoria ressentait un mélange étrange de joie et d'autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Pendant 3 semaines, elle avait été essentielle dans la vie de David et Emma. Elle avait été leur bienfaitrice, leur protectrice, leur pont vers l'espoir. Mais une fois que David serait remis, qu'il pourrait retravailler et subvenir aux besoins de sa fille, aurait-il encore besoin d'elle? Cette pensée la terrifiait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pendant 23 ans, elle avait vécu dans l'isolement émotionnel, bâtissant un empire, mais sans jamais nouer de relation. Emma et David avaient de briser en elle ce qu'elle croyait à jamais scellé. « Mademoiselle Victoria », dit Emma en tirant sur sa manche, « quand papa pourra remarcher, tu seras toujours notre amie ?» La question était posée avec une telle franchise innocente que Victoria sentit son souffle se couper. « Tu veux que je sois ta copine, Emma ?»« Oui, pour toujours et à jamais. Tu pourras venir à mon récital de piano, à ma remise de diplôme et à mon mariage. Tu seras comme ma fée marraine, sauf que tu seras réelle. » Victoria s'agenouilla et serra Emma dans ses bras, respirant le parfum de son shampoing et ressentant le besoin intense de la protéger, devenu aussi naturel que respirer. « J'adorerais ça, ma chérie. J'adorerais ça plus que tout. » Mais même en prononçant ces mots, Victoria ne pouvait se défaire du sentiment que leur histoire était sur le point de devenir beaucoup plus compliquée. Le succès avait le don de tout changer, et elle avait appris depuis longtemps que le bonheur était souvent plus fragile que le chagrin. Alors qu'ils se dirigeaient vers la cafétéria de l'hôpital pour prendre leur petit déjeuner, aucun d'entre eux ne remarqua la femme qui se tenait au bout du couloir et les observait avec des yeux pleins de douleur et de détermination. Sarah Moreau avait trouvé le nom de Victoria dans le registre de l'hôpital, et ce qu'elle avait découvert sur le milliardaire qui avait pris le contrôle de la vie de sa fille l'avait bouleversée au plus profond d'elle-même. Les papiers de garde dans son sac à main lui brûlaient de la peau. Elle était venue à New York pour se battre pour sa fille. Mais voir Emma si heureuse avec cet inconnu avait tout compliqué. Pourtant, Emma était son enfant, et aucune somme d'argent ne changerait cette vérité fondamentale. Le vrai combat ne faisait que commencer. 2 mois après le début de la rééducation de David, la salle de kinésithérapie du Mont-Si était devenue une seconde maison pour la famille Moreau. David s'agrippait aux barres parallèles, les jointures blanches, le front ruisselant de sueur,
alors qu'il faisait un autre pas tremblant en avant, les jambes affaiblies par 2 ans d'inactivité, tremblant sous l'effort, mais il marchait. « C'est ça, papa », l'encourageait Emma depuis son siège à côté de Victoria, applaudissant avec une joie sans retenue. « Tu as fait 5 pas aujourd'hui. » Le docteur Patricia Wong, la kinésithérapeute de David, lui sourit pour l'encourager. « 5 de plus que la semaine dernière, Monsieur Moreau. Tes progrès sont remarquables. » Victoria observait depuis sa place habituelle, le cœur gonflé de fierté. Elle avait assisté à toutes les séances de kinésithérapie, à chaque petite victoire, à chaque moment de frustration lorsque le corps de David refusait de coopérer avec sa détermination. À un moment donné, ça avait cessé d'être de la charité pour devenir une histoire de famille. « Mademoiselle Victoria », murmura Emma en tirant sur sa manche. « Regarde comme papa devient fort. » Mais l'attention de Victoria était attirée par un mouvement à l'entrée de la salle de thérapie. Une femme se tenait dans l'embrasure de la porte, les cheveux blonds, les yeux bleus familiers, l'air nerveux et vêtue d'un manteau froissé par le voyage. Victoria sentit son sang se glacer lorsqu'elle reconnut la femme de la photo que David gardait dans son portefeuille. Sarah Moreau les avait retrouvés. David, concentré sur ses pas, n'avait pas remarqué la nouvelle arrivante. Mais Emma tourna la tête au bruit des pas, et son petit visage fut envahi par une série d'émotions. De la confusion, de la reconnaissance, puis quelque chose qui brisa le cœur de Victoria. De la peur. « Maman ». La voix d'Emma n'était qu'un murmure. Ce simple mot arrêta David dans son élan. Il se retourna, manquant de perdre l'équilibre, et son visage pâlit lorsqu'il aperçut son ex-femme à 3 mètres de lui. « Sarah, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sarah perdit légèrement son sang-froid en observant la scène. Sa fille assise à côté d'une femme vêtue de vêtements de marque. Son ex-mari debout pour la première fois depuis qu'elle était partie. « Je suis venu voir Emma, pour voir comment vous alliez toutes les deux. » Le mensonge était évident pour tout le monde dans la pièce. Victoria pouvait voir les papiers de garde qui dépassaient du sac à main de Sarah et lire la détermination dans son attitude. Ce n'était pas une visite amicale. « Emma, ma chérie, » dit Sarah en s'agenouillant, les bras tendus. « Tu m'as tellement manqué. » Emma regarda d'un air incertain sa mère et Victoria, puis son père, qui s'agrippait aux barres parallèles comme si sa vie en dépendait. Les adultes se regardaient tous avec une tension à peine dissimulée. Et Emma pouvait sentir le danger dans l'air, même si elle ne le comprenait pas. « Pourquoi tu n'as pas appelé avant ?» demanda David, maîtrisant soigneusement sa voix. « J'ai essayé. Ton numéro de téléphone était coupé. J'ai dû engager un détective privé pour te retrouver. » Le regard de Sarah se posa sur Victoria, observant ses vêtements coûteux et son aisance évidente dans cet environnement médical. « Je ne savais pas qu'Emma était élevée par des étrangers. » Victoria ressentit cette accusation comme une gifle. « Je ne suis pas une étrangère. Je suis quelqu'un qui se soucie du bien-être d'Emma. »« Vraiment ?» Sarah se leva, la voix tranchante. « Où es-tu une milliardaire solitaire qui joue à la famille avec la mienne ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du poison. Emma regarda les 2 femmes qui étaient devenues les personnes les plus importantes de sa vie. La confusion et la peur se lisaient dans ses jeunes yeux. « Sarah, ça suffit », dit David d'un ton sec, faisant un pas en avant hésitant. « Victoria n'a été que gentille avec nous. Elle m'a sauvé la vie en mettant de l'argent sur la table », répliqua Sarah. « David, tu es tellement aveuglé par la gratitude que tu ne vois pas ce qui se passe. Cette femme s'est immiscée dans la vie de notre fille et joue le rôle qui devrait être le mien. » Emma se leva brusquement, ses petites mains serrées en poing. « Mademoiselle Victoria ne s'est pas immiscée. Elle nous a aidés quand papa a été blessé, qu'on n'avait nulle part où aller et que tu n'étais pas là. » L'accusation de leur fille de 6 ans frappa Sarah comme un coup physique. Victoria regarda le visage de la femme s'effondrer légèrement, voyant la culpabilité et la douleur sous la colère défensive. « Emma, ma chérie, je voulais t'aider, mais papa a dit qu'il ne voulait pas que je revienne. Il a dit que vous seriez mieux sans moi. Ce n'est pas ce qui s'est passé, » dit David doucement, en se laissant retomber dans son fauteuil roulant, visiblement épuisé. « Tu es partie, Sarah. Tu es partie parce que les choses devenaient difficiles. Je suis partie parce que tu étais trop fière pour accepter l'aide de ma famille, trop têtue pour admettre que rester à New York nous tuait à petit feu. » La discussion s'envenimait, les voix s'élevaient dans la salle de thérapie stérile. Les autres patients et le personnel commençaient à nous regarder. Emma se blottit contre Victoria, cherchant du réconfort auprès de la femme qui était devenue son point d'ancrage dans un monde plein d'incertitudes. Victoria a pris une décision qui a surpris tout le monde, y compris elle-même. On devrait peut-être continuer cette conversation dans un endroit plus privé. Emma n'a pas besoin de nous entendre se disputer à son sujet comme si elle était un prix à gagner. Sarah a plissé les yeux. « Tu as raison. Elle n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi j'ai demandé la garde d'urgence. L'audience aura lieu la semaine prochaine. » Ces mots ont frappé la pièce comme une bombe. David est devenu blanc comme un linge.
Victoria sentit son estomac se nouer et Emma leva les yeux vers son père, le regard terrifié. « Papa, qu'est-ce que ça veut dire ?» David essaya de garder une voix calme. « Ça signifie que maman veut que tu viennes vivre avec elle dans l'Oregon, ma chérie. »« Mais je ne veux pas quitter mademoiselle Victoria, » dit Emma en fondant dans larmes. « Je veux rester ici jusqu'à ce que tu puisses marcher mieux. » Sarah s'agenouilla à nouveau et prêche les mains d'Emma. « Ma chérie, tu peux rendre visite à papa quand tu veux, mais ta vraie famille est ici. Tom a une grande maison avec un jardin et tu pourrais avoir ta propre chambre et aller dans une vraie école avec d'autres enfants. » Emma retraita ses mains et s'approcha de Victoria. « C'est ma vraie famille maintenant. Papa et mademoiselle Victoria prennent soin de moi. » Le rejet se lisait sur le visage de Sarah, mais cela ne semblait que renforcer sa détermination. « Emma, mademoiselle Victoria n'est pas ta famille. C'est une étrangère qui a pitié de toi. Les vraies familles n'ont pas besoin de charité. » Sarah. La voix de David se brisa comme un coup de fouet. « Ça suffit. Tu n'as pas le droit de débarquer après des mois de silence et de détruire tout ce qu'on a construit. Tout ce que tu as construit avec l'argent de quelqu'un d'autre, » répondit Sarah. Mais sa voix tremblait maintenant. « David, tu ne vois pas que ça ne peut pas durer ? Que se passera-t-il quand elle se lassera de jouer à la famille ? Que se passera-t-il quand Emma deviendra une gêne ?» Victoria était restée silencieuse pendant la majeure partie de cette discussion, mais elle se leva, la voix froide et maîtrisée. « Ce qui se passera, Madame Moreau, c'est qu'Emma aura toujours quelqu'un qui l'aime inconditionnellement, ce qu'elle n'a clairement pas eu de votre part. » Ces mots étaient destinés à blesser, et ils atteignirent leur but. Le visage de Sarah pâlit, puis rougit de colère. « Comment osez-vous ? Je suis sa mère. Alors commencez à vous comporter comme telle, » répliqua Victoria. Son sang-froid soigneusement maintenu finit par craquer. « Commencez par faire passer ses besoins avant votre culpabilité, votre fierté, votre besoin d'avoir raison. Regardez-la. Regardez-la vraiment. A-t-elle l'air malheureuse, négligée, mal aimée ?» Tous les regards se tournèrent vers Emma, qui s'accrochait à la main de Victoria tandis que des larmes coulaient sur son visage. L'enfant était clairement terrifiée, prise entre les adultes qu'elle aimait le plus, voyant son monde menacé de s'écrouler à nouveau. C'est David qui rompit le terrible silence. « Emma, viens ici ma chérie. » Emma courut vers son père et grimpa sur ses genoux, malgré le manque de confort du fauteuil roulant. David la serra contre lui, respirant le parfum de ses cheveux, sentant le poids des choix impossibles qui pesaient sur lui. « Sarah, dit-il doucement, on doit parler, juste nous deux, sans qu'Emma entende. » Sarah acquiesça en essuyant ses propres larmes. « Tu as raison, mais David, je ne céderai pas. Emma est ma fille, et je la ramène à la maison. » Alors qu'il s'apprêtait à quitter la salle de thérapie, Emma regarda Victoria avec des yeux pleins d'espoir désespéré. « Mademoiselle Victoria, vous ne les laisserez pas m'emmener, n'est-ce pas ?» Le cœur de Victoria se brisa en 1000 morceaux, mais elle s'efforça de garder une voix ferme. « Je vais faire tout ce que je peux pour que tu sois heureuse et en sécurité, Emma. Je te le promets. » Mais alors qu'elles se dirigeaient vers leurs ascenseurs, Victoria ne pouvait s'empêcher de penser que les promesses ne suffiraient peut-être pas cette fois-ci. Le cabinet d'avocats Morrison, Kleinfelter et associés occupait 3 étages d'un gratte-ciel parisien rutilant. Mais Victoria avait l'impression de se noyer dans la salle de conférence aux panneaux de bois d'acajou. De l'autre côté de la table polie se trouvait Sarah Moreau et son avocate, une femme au regard perçant nommée Janet Crawford, spécialisée en droit de la famille et qui avait clairement fait ses recherches sur la fortune et l'influence de Victoria. « Je vais être clair sur ce que nous voulons », dit Crawford d'une voix ferme et professionnelle. La garde physique complète d'Emma Moreau, avec un droit de visite supervisé pour le père, une fois qu'il aura terminé sa rééducation et trouvé un logement stable indépendant de l'influence de Mademoiselle Delacroix. L'avocat de Victoria, Mark Webb, était l'un des meilleurs avocats spécialisés dans le droit de la famille et de l'État, mais même lui semblait inquiet. Pour quel motif ? M. Moreau n'a jamais été jugé inapte, et Emma s'épanouit clairement dans son environnement actuel. Pour des motifs de manipulation émotionnelle et de dépendance inappropriée, répondit Crawford avec aisance. Madame Delacroix a créé une situation dans laquelle une enfant de 6 ans croit qu'elle dépend de la charité d'une étrangère pour les soins médicaux de son père et son propre bien-être. Ce n'est pas un attachement sain, c'est du conditionnement psychologique. Ces mots frappèrent Victoria comme des coups physiques. Elle se répétait depuis des mois que sa relation avec Emma était pure, basée sur un amour et une attention sincère. Mais assise dans cette salle de conférence stérile, en entendant cela décrit en termes cliniques, elle se sentit mal. David, assis à côté d'elle dans son fauteuil roulant, prit la parole pour la première fois. Emma n'est pas manipulée. Elle est aimée par quelqu'un qui était prêt à l'aider alors que tout le monde l'avait abandonnée. Sarah perdit légèrement son sang-froid. « Je ne t'ai pas abandonné, David. Je t'ai supplié de venir avec nous en Oregon. Je t'ai supplié d'accepter l'aide de personnes qui nous connaissaient vraiment,
qui se souciait de nous avant que cela ne devienne une déduction fiscale. L'aide de Victoria n'est pas une déduction fiscale, dit David doucement. Et Emma sait faire la différence entre une attention sincère et une obligation. Crawford sortit un épais dossier. Votre honneur, nous avons des documents prouvant que Madame Delacroix n'a aucun lien juridique avec cet enfant, qu'aucune vérification de ses antécédents n'a été effectuée et qu'il n'y a aucun contrôle sur ses interactions avec une mineure. C'est essentiellement une inconnue qui s'est immiscée dans la vie d'une famille vulnérable en pleine crise. Victoria sentit le monde qu'elle avait soigneusement construit commencer à s'écrouler. Tout ce que Crawford disait semblait raisonnable, logique, protecteur des intérêts d'Emma, mais cela ignorait la réalité de l'amour, des liens familiaux qui transcendent les définitions juridiques. De plus, Crawford a ajouté « Nous avons des preuves que la société de Mademoiselle Delacroix, Delacroix Enterprises, était le principal entrepreneur du projet de construction où M. Moreau a été blessé. Ça suggère que son aide pourrait être motivée par une responsabilité légale plutôt que par de l'altruisme. » La salle de conférence est devenue silencieuse. Victoria a senti le sang se retirer de son visage alors que les pièces d'un puzzle dont elle ignorait l'existence se mettaient soudainement en place. David la regardait avec confusion et une suspicion grandissante. Victoria. La voix de David était à peine audible. Est-ce que c'est vrai? L'esprit de Victoria revint 2 ans en arrière, aux réunions du conseil d'administration et aux projets de développement, aux dizaines de chantiers à travers la ville. Elle avait été tellement concentrée sur la construction de son empire, tellement éloignée des opérations quotidiennes, qu'elle n'avait jamais fait le lien entre l'accident de David et ses propres intérêts commerciaux. « Je ne sais pas », admit-elle, la voix brisée. « David, je te jure que je n'étais pas au courant. Si Delacroix Enterprises était impliqué, je n'étais pas au courant de ton cas particulier. Mais le mal était fait. Elle pouvait le voir dans les yeux de David. Ce n'était pas de la colère, mais quelque chose de pire, de la déception. La terrible prise de conscience que Sarah avait peut-être raison. Peut-être que les motivations de Victoria n'étaient pas aussi pures qu'ils l'avaient tous cru. Webb prenait frénétiquement des notes, visiblement prise au dépourvu par cette révélation. « On va avoir besoin de temps pour enquêter sur ces allégations. »« Bien sûr, » répondit Crawford avec aisance. « En attendant, on demande la garde temporaire immédiate d'Emma Moreau, en attendant une enquête approfondie sur les relations de Madame Delacroix avec sa famille et la responsabilité potentielle de son entreprise dans l'accident de Monsieur Moreau. » L'audience était prévue pour le lendemain. En quittant le cabinet d'avocat, Victoria avait l'impression d'être dans un cauchemar. Les 3 derniers mois, l'amour grandissant qu'elle avait ressenti pour Emma, le sentiment de famille qu'elle avait découvert avec David, la conviction qu'elle utilisait enfin sa fortune pour quelque chose qui avait du sens. Tout cela était remplacé par la manipulation, la culpabilité et la responsabilité légale. « David, dit-elle alors qu'ils arrivaient sur le trottoir, je veux que tu saches que quelle que soit l'implication de mon entreprise dans ton accident, mes sentiments pour toi et Emma sont réels. Je n'utiliserai jamais un enfant pour couvrir la responsabilité d'une entreprise. » David la regarda avec des yeux pleins de douleur. « Victoria, je crois que tu le penses, mais j'ai appris que ce qu'on se dit et ce qui est vraiment vrai ne sont pas toujours la même chose. » Ce soir-là, Victoria était assise dans son appartement-terrasse avec vue sur Parc Central, fixant un dossier contenant les documents que son équipe de recherche d'urgence avait compilés. Delacroix Enterprises avait effectivement été le principal entrepreneur du projet Meridian Tower où David avait été blessé. Le rapport de sécurité de ce jour-là mentionnait des échafaudages inadéquats, des échafaudages que la société de Victoria était chargée d'inspecter. Elle aurait pu empêcher l'accident de David si elle avait été plus attentive. Et si elle s'était souciée davantage de la sécurité que des marges bénéficiaires, David n'aurait jamais fait sa chute. Emma aurait grandi avec un père qui pouvait marcher, des parents qui n'avaient pas divorcé sous le poids des factures médicales et du handicap. Victoria pensait être la sauveuse d'Emma, mais elle était en fait l'architecte de sa destruction. Le téléphone sonna, l'attirant de ses sombres pensées. C'était Marc, son garde du corps, qui l'appelait de l'hôpital. « Madame, vous devez venir ici. Emma te demande. » Elle ne supporte pas la nouvelle. Victoria trouva Emma assise dans la chambre d'hôpital de David, son petit corps secoué de sanglots, tandis que les infirmières tentaient de la réconforter. David la tenait dans ses bras, mais il avait l'air impuissant, perdu. « Emma, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Victoria en s'agenouillant à côté du lit d'hôpital. Emma leva les yeux, les lors de sanglots. « Papa dit que je vais peut-être devoir aller vivre avec maman dans l'Oregon. Il dit, tu ne pourras peut-être plus rester avec nous. » Victoria sentit son cœur se briser à nouveau. « Emma, quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je t'aime. Cela ne changera jamais, peu importe où tu vivras ou qui s'occupera de toi. Mais je ne veux pas te quitter, toi et papa. » Emma sanglotait. Pourquoi on ne peut pas rester tous ensemble? C'était la question que Victoria se posait depuis des heures, et elle n'avait toujours pas de réponse.
Comment expliquer à une enfant de 6 ans que l'amour ne suffit pas toujours, que les bonnes intentions peuvent reposer sur des fondations de culpabilité inavouée, que parfois les personnes qui t'aiment le plus sont celles qui doivent te laisser partir? Je ne sais pas, ma chérie, murmura Victoria en serrant Emma dans ses bras. Je ne sais pas. Les mains de Victoria tremblaient tandis qu'elle parcourait le rapport détaillé de l'accident sur l'écran de son ordinateur portable. Le document marqué « Confidentiel » et intitulé « Enquête interne de Delacroix Enterprises » dressait un tableau accablant de la négligence de l'entreprise qui avait directement conduit à la chute qui avait changé la vie de David. Elle était seule dans son penthouse à 3 heures du matin, entourée de cartons remplis de dossiers que son équipe juridique avait sortis des archives. Le café était froid depuis des heures, mais elle ne pouvait pas s'arrêter de lire, ne pouvait pas s'arrêter de découvrir l'ampleur de la responsabilité de son entreprise dans la souffrance de la famille Moreau. Le fabricant d'échafaudage avait signalé 3 problèmes de sécurité concernant le projet Meridian Tower. Le chef de chantier avait demandé des inspections de sécurité supplémentaires. Les ouvriers eux-mêmes s'étaient plaints du rythme effréné des travaux et du contrôle insuffisant des équipements. Tout cela avait été documenté, classé, puis finalement ignoré dans la course pour respecter les délais et le budget. La signature de Victoria figurait sur les documents d'approbation finale autorisant le calendrier de construction qui privilégiait la rapidité au détriment de la sécurité. Elle ne se souvenait pas les avoir signés, probablement l'une des dizaines d'autorisations de routine qu'elle avait approuvées en une seule réunion. Mais c'était bien là, son nom assumant la responsabilité de décision qui avait brisé une famille. Son téléphone vibra, signalant un SMS de Marc. « Emma ne mange pas, elle n'arrête pas de demander quand tu ramènes. » Victoria ferma son ordinateur portable et regarda la ville endormie en contrebas. Quelque part, Emma était allongée dans un lit d'hôpital, effrayée et confuse, ne comprenant pas pourquoi les adultes de sa vie se comportaient soudainement comme des étrangers. Et tout était de la faute de Victoria. Pas seulement la récente bataille pour la garde, mais tout ce qui avait conduit à ce moment. Elle pensa à Sophia, aux terreurs nocturnes dont sa fille avait souffert au cours des derniers mois. « Maman !» avait murmuré Sophia une nuit terrible. « Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux gens bien ?» Victoria lui avait donné les réponses habituelles sur le plan de Dieu, sur le fait que la souffrance nous rend plus forts, sur le fait que l'amour transcende même la mort. Mais assise là, en regardant les preuves de son propre rôle dans la destruction d'une famille innocente, elle se demandait si elle n'avait pas menti à sa fille depuis le début. Son téléphone sonna, l'attirant de ses sombres pensées. L'identifiant de l'appelant indiquait le numéro d'urgence du docteur Rix. « Victoria, je suis désolé de vous appeler si tard. » Sa voix était tendue par l'inquiétude. « David demande à vous voir. Il ne va pas bien émotionnellement. Le stress lié à la bataille pour la garde affecte son rétablissement. » Victoria sentit une nouvelle vague de culpabilité l'envahir. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Ses progrès ont stagné. Aujourd'hui, il n'a pas pu faire la moitié des exercices qu'il faisait la semaine dernière. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit qu'il ne voyait plus l'intérêt. » Victoria, cet homme remarchait. S'il abandonnait maintenant, elle comprenait. David s'était battu pour se rétablir parce qu'il croyait en leur avenir ensemble, parce qu'il voulait danser au mariage d'Emma, parce qu'il avait de l'espoir. Maintenant, cet espoir était systématiquement détruit par les avocats, les révélations et la terrible possibilité que Victoria ait été, sans le savoir, la destructrice de sa famille depuis le début. « Je serai là dans 20 minutes, » dit Victoria. Elle trouva David seul dans sa chambre, regardant par la fenêtre l'obscurité qui précédait l'aube. Son équipement de kinésithérapie était inutilisé dans un coin, et il semblait plus petit, diminué d'une manière qui n'avait rien à voir avec son handicap. « Tu es venu, » dit-il sans se retourner. « Bien sûr que je suis venu. » Victoria tira une chaise près de son lit. « David, le docteur Hendrix s'inquiète pour toi. » « Le docteur Rix s'inquiète pour son taux de réussite, répondit David avec amertume. Le patient miracle qui abandonne juste avant la ligne d'arrivée, c'est de la mauvaise pub. Victoria n'avait jamais entendu David parler d'une voix aussi abattue, si vide. Ce n'est pas vrai et tu le sais. Tu fais des progrès incroyables. Des progrès vers quoi? David la regarda enfin et Victoria fut choquée par le vide dans ses yeux. Même si je pouvais remarcher, même si je pouvais retravailler, à quoi bon? Sarah va emmener Emma dans l'Oregon. Tu vas disparaître dans ton monde de milliardaires une fois que tes avocats auront trouvé comment minimiser la responsabilité de ton entreprise et je me retrouverai seul à nouveau comme avant qu'Emma commence à chanter devant ce restaurant. Ces mots frappèrent Victoria comme des coups physiques. David, ce n'est pas ce que je voudrais. Je ne t'abandonnerai jamais, toi et Emma, n'est-ce pas? La voix de David était calme mais tranchante. Victoria, sois honnête avec toi-même. Si Sarah obtient la garde et qu'Emma part en Oregon, tu vas vraiment prendre l'avion chaque week-end pour lui rendre visite? Tu vas construire ta vie autour de visites supervisées avec l'enfant de quelqu'un d'autre?
Victoria ouvrit la bouche pour protester, mais elle ne put prononcer un mot car David avait raison, et ils le savaient tous les deux. Sans Emma comme pont entre eux, sans la routine quotidienne de rééducation et de rétablissement qui les avait rapprochés, que deviendrait leur relation? La tentative d'une femme riche d'apaiser sa culpabilité en restant en contact avec la famille que sa négligence avait détruite. « Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive », murmura Victoria. « Je sais », dit David, et sa voix était douce maintenant, ce qui rendait les choses encore pires. « C'est ce qui rend tout ça si tragique. Tu tiens vraiment à nous, mais ça ne suffit pas pour effacer le passé, et ça ne suffit pas pour garantir l'avenir. » Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes, tous deux perdus dans leurs pensées. Finalement, Victoria prit la parole. « David, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de l'accident, à propos de l'implication de Delacroix Enterprises. » David leva la main pour l'arrêter. « Je suis déjà au courant. L'avocat de Sarah m'a remis tous les documents hier. Violation des règles de sécurité, plaintes ignorées, horaires respectés, ta signature sur les autorisations finales. » Victoria sentit les larmes couler sur son visage. « Je suis tellement désolé. Je suis vraiment désolé. »« Je sais, » dit David doucement. « Et je sais que tu n'as pas pris personnellement la décision d'ignorer ces rapports de sécurité. Mais Victoria, ça ne change rien à ce qui s'est passé. Ça ne change pas le fait que la négligence de ton entreprise a détruit ma vie, détruit mon mariage, laissé ma fille chanter dans les rues pour gagner de l'argent. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Victoria à travers ses larmes. David la regarda avec une infinie tristesse. « Maintenant, tu nous laisses partir. Tu arrêtes de te battre pour la garde de Sarah. Tu laisses Emma avoir une vie normale avec des gens qui ne portent pas le poids d'avoir détruit sa famille. David, tu sais que je l'aime. Je vous aime tous les deux. »« Je sais, » dit David à nouveau. « C'est pour ça que tu dois nous laisser partir. » Victoria comprit alors que c'était la façon dont David la protégeait, les protégeait tous de la situation impossible dans laquelle ils se trouvaient. Mais le comprendre ne rendait pas la douleur moins vive. « Et ta guérison ?» demanda-t-elle. « Et remarcher ?» David haussa les épaules et se tourna vers la fenêtre. Peut-être que certaines choses ne sont pas faites pour être réparées. Victoria quitta l'hôpital alors que le soleil se levait sur Paris. Elle avait l'impression qu'on lui avait arraché le cœur. Elle avait trouvé l'amour, une famille, un but, tout ce qu'elle pensait avoir perdu à jamais après la mort de Sophia. Et maintenant, elle choisissait de tout abandonner. Parce que parfois, aimer quelqu'un signifie savoir quand s'en aller. Mais alors qu'elle était assise dans sa voiture devant l'hôpital, regardant la ville se réveiller autour d'elle, Victoria réalisa que David avait tort sur un point. Certaines choses pouvaient être réparées, même si cela lui coûtait tout ce qu'elle avait, même si cela signifiait sacrifier son propre bonheur pour la famille qu'elle avait détruite par inadvertance. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de son avocat. « Marc, c'est Victoria. J'ai besoin que tu rédiges des papiers. Je renonce à la garde et je liquide mes biens personnels pour créer un fonds fiduciaire pour Emma Moreau. Et il y a autre chose. J'ai besoin que tu trouves tout ce que tu peux sur les polices d'assurance de Delacroix Enterprises d'il y a 2 ans. Je pense qu'il est temps de faire amende honorable. Et ça va coûter cher. » La révélation est tombée à 2h47 du matin, un mardi. Elle était enfouie dans un rapport de police que le détective privé de Victoria avait enfin réussi à obtenir grâce à ses contacts au sein de la police de New York. Elle était assise dans son bureau à domicile, entourée de montagnes de documents, lorsqu'elle a trouvé la déclaration du témoin qui a tout changé. Le sujet observé sur l'échafaudage semblait répondre à un appel de détresse provenant du sol. L'enquête préliminaire suggère que la victime a quitté sa position de sécurité pour venir en aide à une personne victime d'une urgence liée à un dysfonctionnement de l'équipement en contrebas. Le cœur de Victoria s'est arrêté. Elle a relu la déclaration, puis a saisi le rapport du chef de chantier de ce jour-là. Caché dans le jargon technique sur les pannes d'équipement et les protocoles de sécurité, se trouvait un détail qui avait échappé à tous les avocats, tous les enquêteurs et tous les experts en sinistre qui avaient examiné l'affaire. David n'était pas tombé à cause de pratiques de sécurité négligentes. Il était tombé parce qu'il avait quitté sa position sécurisée pour sauver la vie d'un autre ouvrier. La panne d'équipement avait piégé Antoine Rodriguez, un apprenti électricien de 22 ans, sous une structure temporaire effondrée au rez-de-chaussée. David, qui travaillait 40 étages plus haut, avait entendu l'appel d'urgence à la radio et avait immédiatement descendu en rappel pour aider au secours. Il était en train de sécuriser les cordes de sécurité pour l'équipe de secours lorsque l'échafaudage s'est effondré. Antoine Rodriguez est en vie aujourd'hui parce que David Moreau a risqué sa vie pour le sauver. Les mains de Victoria tremblaient tandis qu'elle ouvrait les dossiers d'assurance sur son ordinateur. Antoine Rodriguez était retourné au travail 3 jours plus tard avec des blessures légères. Sa famille n'avait jamais déposé de plainte, ni poursuivi Delacroix Enterprises. Elle n'avait même pas su à quel point ils avaient failli le perdre. Mais le sacrifice de David lui avait tout coûté. Sa mobilité, son mariage, son gagne-pain, son avenir.
Et la boîte de Victoria avait classé l'accident comme une infraction aux règles de sécurité au travail, refusant de lui accorder toutes ses indemnités et le laissant se débrouiller tout seul. Son téléphone était dans sa main avant même qu'elle ait consciemment décidé d'appeler. Il sonna 2 fois avant que la voix fatiguée de David ne réponde. « Victoria, on est au milieu de la nuit. Emma va bien ? David, je dois te voir tout de suite. J'ai trouvé quelque chose à propos de ton accident. » Il y eut un long silence. « Victoria, on en a déjà parlé. Quoi que Delacroix Enterprises ait fait ou n'ait pas fait, ça ne change rien. David, tu n'es pas tombé à cause de nos infractions à la sécurité. Tu es tombé parce que tu sauvais la vie de quelqu'un. » Un autre silence. Plus long cette fois. « De quoi tu parles ? Antoine Rodriguez, l'apprenti électricien. Tu te souviens de lui ?» Victoria entendit David inspirer brusquement. « Antoine, qu'est-ce que Antoine a à voir avec tout ça ? » « Tout. David, j'ai les déclarations des témoins, les enregistrements radio, les rapports des secours. Tu ne travaillais pas dans une zone dangereuse quand tu es tombé. Tu menais une opération de sauvetage. » Elle entendit la respiration de David changer, devenir plus superficielle, plus rapide. « Victoria, je ne comprends pas ce que tu dis. Je dis que mon entreprise n'a pas seulement manqué de prendre des mesures de sécurité adéquates. On n'a pas reconnu ton héroïsme. On n'a pas enquêté correctement sur ce qui s'est vraiment passé. On t'a laissé croire que ton accident n'était qu'un simple accident du travail, alors qu'en réalité, tu as sacrifié ta capacité de marcher pour sauver la vie d'un autre homme. » Le silence à l'autre bout du fil a duré près d'1 minute. Quand David a enfin parlé, sa voix n'était qu'un murmure. « Je me souviens de ce jour-là. » Antoine criait, coincé sous l'échafaudage. Personne d'autre ne pouvait l'atteindre assez vite. Le silence à l'autre bout du fil s'est prolongé pendant près d'1 minute. Lorsque David a finalement pris la parole, sa voix n'était plus qu'un murmure. « Je me souviens de ce jour-là. » Antoine criait, coincé sous l'échafaudage. Personne d'autre ne pouvait l'atteindre assez vite. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Non, David, tu as fait ce qu'un héros aurait fait, et tu en paies le prix depuis. Victoria entendit quelque chose qui ressemblait à un sanglot. Victoria, même si c'est vrai, ça ne change rien. Je suis toujours paralysée. Emma a toujours besoin de stabilité. Sarah veut toujours la garde. Mais ça change tout sur la façon dont cela s'est passé. David, tu n'as pas été victime de la négligence de l'entreprise. Tu as été victime de l'ingratitude de l'entreprise. Mon entreprise aurait dû t'honorer. Elle aurait dû s'assurer que ta famille ne manque de rien. Au lieu de ça, on a enterré la vérité et on t'a laissé souffrir. Victoria attrapa ses clés et son sac à main. J'arrive. On doit parler à Emma ensemble pour lui expliquer ce qui s'est vraiment passé. Elle mérite de savoir que son père n'est pas juste un homme bien. C'est un véritable héros. Victoria, attends. Mais elle avait déjà raccroché et courait vers l'ascenseur, le cœur battant à tout rompre. Pour la première fois depuis des jours, elle sentait l'espoir renaître en elle. Peut-être que l'amour ne suffisait pas pour surmonter la situation impossible dans laquelle il se trouvait. Mais la vérité, peut-être que oui. 40 minutes plus tard, Victoria se tenait dans la chambre d'hôpital de David, Emma blottie entre eux sur le lit étroit. Ils avaient tout expliqué à Emma dans des termes qu'une enfant de 6 ans pouvait comprendre. Comment papa avait sauvé la vie d'un homme, comment les méchants de la société de Victoria avaient commis des erreurs administratives, comment rien de tout cela ne changeait le fait que papa était un homme bon. Ils avaient tout expliqué de manière compréhensible pour une enfant de 6 ans. Comment papa avait sauvé la vie d'un homme, comment les méchants de l'entreprise de Victoria avaient fait des erreurs dans leurs papiers. Comment rien de tout cela ne changeait le fait que David était la personne la plus courageuse qu'elle connaissait. Emma leva les yeux vers son père, les yeux brillants de fierté. « Papa, tu es comme un super-héros. » David avait les larmes aux yeux. « Je ne suis pas un super-héros, ma chérie. J'essayais juste d'aider quelqu'un qui en avait besoin. » « C'est exactement ce que font les super-héros, » dit Emma avec une certitude absolue. « Je ne suis pas un super-héros, ma chérie. J'essayais juste d'aider quelqu'un. » Les yeux de David étaient brillants de larmes contenues. « Je ne suis pas un super-héros, ma chérie. J'essayais juste d'aider quelqu'un qui en avait besoin. » « C'est exactement ce que font les super-héros, » dit Emma avec la certitude absolue de l'enfance. « Ils aident les gens, même quand c'est effrayant. » Victoria sortit sa tablette et leur montra l'email qu'elle avait envoyé 1 heure plus tôt. « David, j'ai contacté Antoine Rodriguez. Il vit dans le Queens maintenant, il a 3 enfants. Il essaie de te retrouver depuis 2 ans pour te remercier comme il se doit. Il ne savait pas que tu avais été blessé en le sauvant jusqu'à ce que mon enquêteur le contacte ce soir. » David fixa l'écran de la tablette qui montrait la photo de famille d'Antoine. Un homme heureux avec sa femme et ses 3 jeunes enfants, tous en vie et en bonne santé parce que David avait été prêt à tout risquer. « Il veut te rencontrer, » Victoria continua-t-elle. « Il veut raconter à Emma en personne comment son père lui a sauvé la vie, comment ses enfants sont en vie grâce au courage de David. » Pour la première fois depuis des semaines, Victoria vit autre chose que la défaite dans les yeux de David. Pas exactement de l'espoir,
mais une lueur de l'homme qu'il était avant l'accident. L'homme qui avait construit sa vie en aidant les autres et en protégeant ceux qu'il aimait. « Mademoiselle Victoria », dit Emma en se blottissant contre les deux adultes. « Ça veut dire que maman ne va pas m'emmener ?» Victoria et David échangèrent un regard par-dessus la tête d'Emma. L'audience pour la garde était toujours prévue pour le lendemain. La motivation de Sarah n'avait pas changé, et une histoire héroïque ne suffirait pas à lui retirer automatiquement ses droits parentaux. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Victoria avait l'impression qu'ils se battaient pour quelque chose de plus grand que le simple fait de garder leur famille improvisée ensemble. Ils se battaient pour la vérité, pour la justice, pour le principe selon lequel les héros ne devraient pas être punis pour leur courage. « Je ne sais pas ce qui va se passer demain, ma chérie, » dit Victoria honnêtement. « Mais je sais que quoi qu'il arrive, tu peux être fière de ton papa. Et tu dois savoir que certaines personnes passent toute leur vie à chercher une famille pour laquelle ça vaut la peine de se battre. » Emma la regarda avec ses yeux bleus incroyablement sages. « C'est ce que nous sommes, mademoiselle Victoria. Une famille pour laquelle ça vaut la peine de se battre ?» Victoria sentit son cœur se briser et se réparer en même temps. « Oui, Emma, c'est exactement ce que nous sommes. » La salle d'audience était bondée et les spectateurs debout dans le couloir à l'extérieur. Ce qui avait commencé comme une simple audience pour la garde des enfants avait pris des proportions médiatiques du jour au lendemain lorsque la nouvelle du sauvetage héroïque de David avait été rendue publique. Le Daily News titrait « Un père héroïque se bat pour sa fille ». Alors que les réseaux sociaux bourdonnaient avec le hashtag « Sauver Emma Moreau » en tendance nationale, Victoria était assise au premier rang derrière le fauteuil roulant de David, l'estomac noué en regardant Sarah Moreau chuchoter avec son avocat. De l'autre côté de l'allée, Antoine Rodriguez était assis avec sa femme et ses 3 enfants, attendant de témoigner au sujet de l'homme qui lui avait sauvé la vie. La salle d'audience était électrique, pleine de tension et de possibilités. La juge Margaret Chen a ouvert l'audience, son regard sévère balayant la salle bondée. Je comprends que cette affaire ait suscité un vif intérêt auprès du public. Cependant, je tiens à préciser que ma décision sera fondée uniquement sur l'intérêt supérieur de l'enfant mineur, Emma Moreau. La couverture médiatique et l'opinion publique n'auront aucune incidence sur la décision de ce tribunal. Emma était assise à côté de Victoria, vêtue de sa plus belle robe, une robe bleu pâle que Victoria lui avait achetée pour ce qui pourrait être leur dernier jour ensemble. La petite fille tenait fermement la main de Victoria et levait les yeux vers elle avec inquiétude chaque fois que les avocats élevaient de la voix. L'avocate de Sarah, Janet Crawford, a présenté son dossier de manière méthodique. Sarah s'était remariée, vivait dans un foyer stable, pouvait offrir à Emma des frères et sœurs, une enfance normale et une éducation dans le public. Elle a dépeint une mère aimante qui avait été contrainte de faire des choix impossibles et qui était désormais prête à offrir à sa fille l'environnement familial stable que tout enfant mérite. « Votre honneur », conclut Crawford. Bien que nous ne contestions pas les actes héroïques de M. Moreau il y a 2 ans, le fait est qu'il est sans emploi, handicapé et totalement dépendant financièrement d'une femme qui n'a aucun lien juridique avec sa fille. Ce n'est pas un environnement stable pour une enfant de 6 ans. L'avocat de David, Mark Webb, s'est levé pour présenter ses arguments. « Votre honneur, l'héroïsme n'est pas une qualité du passé. David Moreau sauve des vies et il sauve la vie de sa fille chaque jour depuis 2 ans. Quand Emma avait faim, David trouvait un moyen de la nourrir. Quand ils étaient sans abri, David leur trouvait un refuge. Quand Emma avait besoin d'espoir, David lui a donné sa musique et son amour. » Webb a fait un geste en direction d'Antoine Rodriguez. « Nous avons des témoins qui diront que David Moreau n'est pas une victime des circonstances, mais un homme qui fait toujours passer les besoins des autres avant les siens. Emma Moreau n'a pas besoin d'un autre père. Elle a besoin que le monde reconnaisse le père qu'elle a déjà. » Antoine Rodriguez a été le premier à témoigner, la voix tremblante d'émotion, lorsqu'il a décrit le sauvetage qui avait coûté à David sa mobilité. « Cet homme m'a sauvé la vie. J'ai 3 beaux enfants parce que David Moreau était prêt à tout risquer pour un inconnu, s'il a fait ça pour quelqu'un qu'il connaissait à peine. Imaginez ce qu'il ferait pour sa propre fille. » Mais c'est le témoignage du docteur Rix qui a changé l'atmosphère dans la salle. Le célèbre chirurgien a expliqué le pronostic médical de David, sa détermination pendant la rééducation et ses progrès remarquables vers un rétablissement complet. « Votre honneur, » a déclaré le docteur Hendrick, « en 30 ans de médecine spinale, je n'ai jamais vu un patient aussi motivé à se rétablir que David Moreau. Son amour pour sa fille lui a littéralement donné la force de remarcher. Les séparer maintenant pourrait réduire à néant des mois de progrès et détruire les fondements même de sa guérison. » Quand Emma a été appelée à témoigner, le juge Chen a fait évacuer la salle d'audience de toutes les personnes, sauf le personnel essentiel. Victoria a senti son cœur se briser quand Emma s'est dirigée vers la barre des témoins. Elle était si petite et si courageuse dans sa robe bleue. « Emma, » a dit le juge Chen d'une voix douce, « je sais que c'est effrayant, mais je dois te poser quelques questions sur l'endroit où tu veux vivre. Tu comprends que ta maman et ton papa t'aiment tous les deux ?
Emma acquiesça solennellement. « Oui, votre honneur. Et tu comprends que ta maman veut que tu viennes vivre avec elle dans l'Oregon ?»« Oui, madame. Peux-tu me dire ce que tu en penses ?» Emma resta silencieuse pendant un long moment, son jeune visage grave et concentré. Finalement, elle a parlé d'une voix claire et ferme qui a résonné dans la salle d'audience silencieuse. « Votre honneur, j'aime beaucoup ma maman, mais elle est partie quand les choses sont devenues difficiles. Papa et mademoiselle Victoria sont restés quand les choses sont devenues difficiles. Papa m'a appris que dans une famille, on ne se lâche pas. Et mademoiselle Victoria m'a appris que l'amour, c'est aider les autres même quand ça coûte cher. » Emma regarda Sarah droit dans les yeux, ses yeux bleus remplis d'une maturité qu'une enfant de 6 ans ne devrait pas avoir. « Maman, j'espère que tu es heureuse dans l'Oregon, mais ma maison est avec papa et mademoiselle Victoria, car ce sont eux qui m'ont aidé quand j'avais peur. » La salle d'audience était silencieuse. Sarah pleurait ouvertement, le visage masqué par la douleur et le regret. Même Crawford semblait bouleversé par les paroles de la petite fille. La juge Chen a suspendu l'audience pour réfléchir à sa décision. Pendant la pause, Victoria se retrouva dans le couloir avec Sarah. Les deux femmes étaient épuisées émotionnellement par la procédure. « Elle ne se souvient même pas de moi », dit Sarah doucement, les larmes coulant sur son visage. « En 2 ans, je suis devenue une étrangère pour ma propre fille. » Victoria ressentit une vague de sympathie inattendue pour la femme qui était devenue son adversaire. « Sarah, Emma sait que tu l'aimes, mais l'amour ne suffit pas s'il est assorti de conditions. Je n'ai jamais voulu que ce soit conditionnel. » Sarah murmura. « C'est juste que je ne pouvais plus le voir souffrir. Je ne pouvais pas laisser Emma grandir dans la pauvreté alors que j'avais les moyens d'y remédier. Mais tu as essayé d'y remédier en l'éloignant de la personne dont elle avait le plus besoin, » répondit Victoria d'une voix douce. Emma n'avait pas besoin d'une autre vie. Elle avait besoin de la force pour affronter la vie qu'elle avait. Lorsque l'audience reprit, la décision du juge Chen fut rapide et sans appel. Après avoir soigneusement examiné tous les témoignages et les preuves, le tribunal estime que l'intérêt supérieur d'Emma Moreau est mieux servi par le maintien de sa situation actuelle. La garde est accordée à David Moreau avec un droit de visite supervisé accordé à Sarah Moreau. La salle d'audience a éclaté en acclamations. Emma a couru vers son père, a grimpé sur ses genoux et l'a serré très fort dans ses bras. Victoria a senti des larmes de soulagement couler sur son visage en regardant la petite fille qui était devenue le centre de son monde, célébrer avec le père qui avait tout sacrifié pour elle. Mais le juge Chen n'avait pas fini. Cependant, cette cour est très préoccupée par la stabilité financière de cet arrangement. Madame Delacroix, bien que votre générosité soit louable, cette famille ne peut pas rester définitivement dépendante de votre charité. Victoria se leva, le cœur battant. Votre honneur, si je peux m'adresser à la cour. Le juge Chen acquiesça. Votre honneur, je suis prête à créer un fonds fiduciaire officiel pour l'éducation et les besoins futurs d'Emma. De plus, j'offre à David un poste chez Delacroix Enterprises en tant que directeur de la conformité en matière de sécurité, chargé de superviser la mise en œuvre des nouveaux protocoles de protection des travailleurs. David regarda Victoria avec stupéfaction. Elle n'avait jamais mentionné cela auparavant. Le poste est assorti d'une couverture médicale complète, d'un salaire à la hauteur de son expérience dans la gestion de la construction et de la possibilité de veiller à ce qu'aucune autre famille ne subisse ce que les Moreau ont enduré. Le juge Chen sourit pour la première fois de la journée. Madame Delacroix, cela semble être une solution qui sert les intérêts de tous. Monsieur Moreau, acceptez-vous cette offre? David baissa les yeux vers Emma, qui le regardait avec une joie immense. Puis il regarda Victoria, ne voyant pas la milliardaire qui les avait sauvés, mais la femme qui était devenue sa partenaire dans l'éducation de sa fille. « Oui, votre honneur », dit David d'une voix forte et claire. « J'accepte. » Alors qu'ils quittaient ensemble le tribunal, Emma sautillant entre son père et Victoria, la petite fille leva les yeux brillants. « Mademoiselle Victoria, ça veut dire qu'on est une vraie famille maintenant ?» Victoria s'agenouilla et prit Emma dans ses bras, respirant le parfum de son shampoing et sentant le poids de l'amour, de la responsabilité et de la gratitude. « Emma, ma chérie, on est une vraie famille depuis le jour où tu as chanté ta première chanson devant Romanos. Aujourd'hui, c'est juste officiel. » 1 an plus tard, la salle de kinésithérapie de Mansi était complètement différente de ce qu'elle était pendant les jours les plus sombres de David. La lumière du soleil entrait par les fenêtres, mettant en valeur la banderole de félicitations que le Dr Wong avait accrochée pour sa dernière séance. David se tenait debout sans aide à la barre parallèle, sans s'y agripper pour se soutenir, mais simplement en posant ses mains dessus pendant qu'il terminait sa dernière série d'exercices. « Très bien, monsieur Moreau », a dit le Dr Wang avec un sourire. « Je pense qu'on peut dire que vous avez obtenu votre diplôme. » David s'est retourné et a marché, vraiment marché, à travers la pièce jusqu'à l'endroit où Victoria et Emma étaient assises et le regardaient. Sa démarche n'était pas parfaite. Il bougeait encore avec beaucoup de précaution
et aurait probablement toujours besoin d'une canne pour parcourir de longues distances. Mais il marchait, il se tenait debout, il vivait pleinement dans un corps dont les médecins lui avaient dit qu'il ne fonctionnerait plus jamais. « Papa !» s'écria Emma en sautant pour le serrer dans ses bras. À 7 ans, elle était plus grande maintenant, son visage avait perdu un peu de sa rondeur de bébé, mais avait conservé toute son intelligence vive. « Tu as marché tout le long sans te tenir à rien. »« Oui, c'est vrai, ma petite fille. » David souleva Emma et la fit tourner dans ses bras tandis qu'elle riait de joie. Le simple fait de tenir sa fille debout, de supporter son poids avec sa seule force, lui semblait encore miraculeux, même après des mois de progrès constants. Victoria les regardait avec la satisfaction chaleureuse qui était devenue son état naturel. L'année écoulée les avait tous transformés d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Les personnes effrayées et désespérées qui s'étaient rencontrées devant le restaurant Romano avaient évolué pour devenir quelque chose de remarquable. Une famille fondée non pas sur la biologie ou des documents juridiques, mais sur le choix, l'engagement et l'amour qui avaient été mis à l'épreuve. Qu'est-ce que ça fait d'être officiellement déclaré apte à reprendre toutes les activités normales ? Demanda Victoria en souriant, tandis que David posait Emma par terre. Comme si j'avais envie de courir un marathon, répondit David en riant. Ou peut-être simplement aller au magasin du coin sans avoir à planifier ça comme une opération militaire. Ils rassemblèrent leurs affaires et se dirigèrent vers la sortie de l'hôpital, leurs pas résonnant dans les couloirs familiers. David avançait lentement mais régulièrement, une main sur sa canne et l'autre tenant celle d'Emma qui parlait de son prochain récital de piano. « Mademoiselle Victoria, vous venez toujours à mon récital demain soir, n'est-ce pas ?» demanda Emma alors qu'ils arrivaient dans le hall. « Je ne manquerai ça pour rien au monde, ma chérie. Mais je pense que tu devrais commencer à m'appeler autrement que Mademoiselle Victoria. Ça me fait ressembler à ta prof de piano. » Emma gloussa. « Comment je devrais t'appeler alors ?» Victoria et David échangèrent un regard. C'était une question qu'ils tournaient autour depuis des mois. Victoria était en quelque sorte le deuxième parent d'Emma depuis plus d'1 an. Impliqué dans toutes les décisions, de l'inscription à l'école à l'heure du coucher, mais ils n'avaient jamais officialisé leur relation. Ils n'avaient jamais défini ce qu'ils signifiaient l'un pour l'autre au-delà de l'amour et de l'engagement évident. « Comment aimerais-tu m'appeler » demanda Victoria avec précaution. Emma fronça les sourcils en se concentrant. La même expression qu'elle avait lorsqu'elle travaillait sur des problèmes de mathématiques difficiles. « Eh bien, tu n'es pas ma maman parce que j'en ai déjà une, mais tu es plus qu'une simple amie. Tu es comme ma maman bonus. » David sentit sa gorge se serrer d'émotion. Maman bonus était parfait. Cela reconnaissait la place de Sarah dans la vie d'Emma, tout en reconnaissant le rôle central de Victoria dans leur famille. « J'adore ça », dit Victoria en s'agenouillant à la hauteur d'Emma. « Bonus, maman, c'est décidé. » Alors qu'ils sortaient dans l'air frais de l'après-midi d'octobre, le téléphone de Victoria vibra, signalant un SMS d'Antoine Rodriguez qui avait appris la nouvelle du rétablissement de David. « Maria et moi voulons vous emmener tous les 3 dîner ce week-end pour fêter ça. Les enfants sont ravis de rencontrer Emma. » L'amitié qui s'était développée entre leurs familles au cours de l'année écoulée avait été l'une des joies inattendues de leur voyage. Les enfants d'Antoine adoraient Emma, et sa femme Maria était devenue la première véritable amie de Victoria depuis des décennies. Grâce à eux, Victoria avait découvert ce que signifiait faire partie d'une communauté liée à des personnes par des expériences communes plutôt que par des transactions commerciales. « Antoine veut fêter ton rétablissement », dit Victoria à David en lui montrant le SMS. « Dis-lui oui », répondit David tout de suite. Emma adore jouer avec ses enfants et Maria fait les meilleures empanadas du Queens. Ils rentrèrent chez eux, dans la maison en grès brun de Brooklyn que Victoria avait achetée 6 mois plus tôt. Pas par charité, mais pour y accueillir leur famille qui s'agrandissait. Elle n'avait rien à voir avec le penthouse de Victoria à Paris. Elle était plutôt chaleureuse et accueillante, avec les dessins d'Emma recouvrant le réfrigérateur et l'équipement de physiothérapie de David discret dans le sous-sol. La maison représentait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Confortable, mais pas ostentatoire. Stable, mais pas stérile. Un endroit où un dirigeant milliardaire pouvait être simplement une maman bonus. Et un ancien ouvrier du bâtiment pouvait reconstruire son corps et ses rêves. Alors qu'ils préparaient le dîner ensemble dans la cuisine, Victoria réfléchissait à combien sa vie avait changé. Delacroix Enterprises avait désormais le programme de sécurité des travailleurs le plus complet du secteur, avec David à la tête d'une équipe qui avait réduit de 60% les accidents du travail. Les autres entreprises de Victoria étaient passées au second plan par rapport à la fondation qu'elle avait créée pour les familles confrontées à des accidents du travail et à des handicaps. « À quoi tu penses ?» demanda David en s'approchant d'elle au comptoir où elle coupait des légumes. « Je pense juste à quel point la vie est étrange, » répondit Victoria. « Il y a 1 an, je pensais que le succès consistait à construire les plus hauts immeubles et à gagner le plus d'argent possible. Maintenant, le succès, c'est Emma qui a une bonne note en orthographe et toi qui marches sans ta canne.
David sourit et lui serra la main. Le succès, c'est aussi de te voir découvrir que tu n'es pas seulement doué pour gagner de l'argent. Tu es doué pour fonder une famille. Ils furent interrompus par la voix d'Emma qui les appelait depuis le salon. Bonus maman. Papa, viens vite. J'ai quelque chose à vous montrer. Ils trouvèrent Emma assise devant le vieux piano droit que Victoria avait acheté pour elle. Ses petits doigts étaient posés sur les touches. Au cours de l'année écoulée, les talents musicaux d'Emma s'étaient épanouis grâce à un enseignement approprié, mais elle préférait toujours les chansons simples qui avaient marqué le début de leur aventure commune. « J'ai répété quelque chose de spécial », annonça Emma d'un air important. « C'est pour vous deux. »« J'ai répété quelque chose de spécial », annonça Emma d'un air important. « C'est pour vous deux. » Elle commença à jouer et à chanter Amazing Grace, la chanson qui les avait réunis pour la première fois devant le restaurant Romano. Mais cette version était différente, plus forte, plus confiante, remplie de joie plutôt que de désespoir. Ce n'était pas une petite fille qui chantait pour survivre. C'était une enfant qui célébrait l'amour qui les avait tous sauvés. Alors que la voix pure d'Emma remplissait leur maison, Victoria sentit des larmes de gratitude couler sur son visage. Elle pensa à Sofia, à la fille qu'elle avait perdue et à celle qu'elle avait retrouvée, à la façon dont le chagrin et l'amour pouvaient coexister dans le même cœur. David se pencha vers elle et lui prit la main. Et Victoria comprit que c'était ça, la guérison. Pas l'absence de cicatrices, mais la présence de personnes prêtes à t'aider à les porter. Pas l'élimination de la douleur, mais la découverte d'une joie suffisamment forte pour la surmonter. Quand Emma eut fini de chanter, elle leva les yeux vers eux, les yeux brillants. « Vous avez aimé ? C'était parfait, ma chérie, » dit David, la voix chargée d'émotion. « Absolument parfait, » acquiesça Victoria. Emma sourit et se lança dans un rappel, remplissant leur maison de musique et de rire, et du son d'une famille qui avait été brisée et reconstruite pour devenir encore plus forte qu'avant. Dehors, la première neige de l'hiver commençait à tomber, recouvrant Brooklyn d'un manteau blanc immaculé. Mais à l'intérieur de leur cuisine chaleureuse, entourée des personnes qui lui avaient appris que l'amour valait la peine de se battre pour, Victoria Delacroix comprit enfin ce que signifiait être vraiment riche. Elle avait tout ce qui comptait. Elle avait un foyer. Après avoir regardé cette histoire touchante, penses-tu que les vrais liens familiaux se créent par le sang ou par le cœur? N'oublie pas d'écrire ton avis dans les commentaires et de t'abonner pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Regarde nos vidéos sur l'écran. Reste à l'écoute avec amour.